Coucou les cocos! Salut les cocos, Oh cocottes! là 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 là. Aujourd'hui, c'est un petit peu spécial. Il n'y aura pas d'intro au temps des monstres. Pourquoi il n'y en aura pas, Marie? Parce qu'on a un épisode assez chargé, quoique très divertissant, mais on reçoit Noémie Beauvais qui vient nous parler d'immigration. Oui, puis si vous savez pas c'est qui Noémie, ben c'est normal un peu, parce que nous autres non plus, on le savait pas, mais il y a quelques mois, Noémie, elle nous a écrit sur le Patreon. Puis je vais juste vous lire une partie de son message, la fin. Elle nous disait « Je fais jamais ça dans la vie, mais là, j'ai envie de vous tendre une perche. Si jamais ça vous tente d'aborder plus en détail les politiques migratoires canadiennes et des conséquences déshumanisantes qu'elles ont sur les migrants-migrantes, ça me ferait tellement plaisir de jaser de ça avec vous autres. » Puis on s'est dit « Hey, quelle bonne idée! L'immigration, là, c'est un sujet qui est toujours sur la table dans les médias puis dans le politique, mais on n'en parle jamais vraiment en profondeur. » Fait qu'on a demandé à Noémie de nous envoyer une couple de documents de référence. On a lu un petit peu. On a écouté le documentaire essentiel comme on vous a dit de faire aussi si ça vous intéresse. Puis on l'a reçu, puis elle est venue nous parler de ça, de son expérience de terrain. Puis je pense que c'est un épisode super intéressant. J'ai appris beaucoup de choses. J'espère que vous allez apprendre beaucoup de choses aussi. Fait qu'on vous laisse écouter ça. Puis on se revoit la semaine prochaine au temps des monstres. Au temps des monstres! Bye! On est effectivement au temps des monstres. Et aujourd'hui, on a une invitée. Allô? Allô? Salut. Allô, Noémie? Salut, Noémie! Peut-être, on va commencer par expliquer comment tu t'es retrouvée ici. Parce que... On vient de la ramasser dehors. ouais, il faisait juste froid, puis elle faisait Des pitié. d'engelures partout. Exact. On sauve souvent des civils comme ça de l'hiver. Non, mais en fait, c'est toi qui nous as écrit dans notre inbox du temps des monstres. Puis t'étais comme, hey, vous parlez d'immigration des fois. En fait, on parlait souvent du fait que justement l'immigration est comme clairement utilisée là, par la politique, instrumentalisée. Mais je pense que ça paraît à travers ça des fois que on voit ça sans trop savoir non plus c'est quoi la réalité derrière. Puis c'est vrai que c'est un sujet qui est comme très discuté. Mais c'est complexe aussi. Mais c'est complexe, mais c'est un sujet qui est très instrumentalisé médiatiquement depuis des années au Québec. L'immigration, puis c'est comme si on en parle tout le temps, mais on n'en parle jamais. On parle jamais en profondeur de ça. On sait pas de quoi on parle. On entend des chiffres des fois, mais on n'a pas de contexte. Puis, dans le fond, tu nous écris un long message pour nous dire « Moi, j'aimerais ça vous parler de ça. Parce que, clairement, ben tu connais ça. Comment ça, tu connais ça? Ouais, dans le fond, moi, je milite depuis vraiment longtemps. Puis... j'ai toujours eu un intérêt, en fait, pour les enjeux de migration. Je trouve que c'est comme un des sujets sur lesquels il y a les plus grandes injustices. Puis justement, il y a comme toute l'espèce de discours très limité, là, en fait, là, sur l'immigration. Tu sais, l'espèce de... justement, on parle des chiffres, on parle des seuils, on parle de... mais c'est très déshumanisant. Puis moi, j'avais comme envie de ramener un peu d'humanité dans tout ça. Et je trouvais, en fait, des gens qui vivent des situations absolument impossible. Quand on arrive ici comme demandeur d'asile ou comme travailleur temporaire, c'est vraiment des conditions de vie qui sont tough, des histoires traumatiques. Puis voilà, j'avais comme envie d'agir là-dessus puis de faire des choses. Dans le fond, j'ai commencé à travailler dans des organismes de défense des droits de migrants autour de 2018. Quel âge avais-tu à ce moment-là? 24 ans, je Ah pense. ouais, c'est full jeune, j'adore. Ouais. C'est ça. J'ai commencé à juste rentrer à la base bénévolement dans des organismes, puis ensuite, on m'a offert une job salariée que j'ai à la base refusée parce que j'étais comme, j'ai l'impression de voler la job d'un immigrant. Puis en tout cas, on m'a un peu tordu le bras, fait que j'ai fini par accepter avec grande joie. Puis ça, j'ai travaillé dans ce domaine-là pendant comme 6 ans, dans différents organismes, là, pas toujours au même endroit. Fait que j'ai travaillé beaucoup avec les travailleurs étrangers temporaires, les demandeurs d'asile, un petit peu les étudiants internationaux, mais c'est moins mon sujet, mettons. Puis j'ai fait aussi une maîtrise en droit sur ce sujet-là. Dans le fond, j'ai suivi un groupe de femmes sans papier qui militent pour l'accès à la justice, notamment quand elles vivent du harcèlement sexuel au travail. Parce que c'est une problématique qui est super commune, là. À partir du moment où ça sait que des personnes sont sans statut, elles se mettent à vivre du harcèlement de la part de leurs collègues, parce que c'est un peu un free pass. Dans le fond, c'est on sait très bien que tu pourras pas porter plainte à la police, parce que si tu te pointes à la police, tu te fais déporter. Tout le monde se gâte, tu sais. Fait que bref, ces femmes-là étaient comme, ça n'a pas de bon sens, post-MeToo, que nous, on n'ait toujours pas accès à porter plainte ou qu'on n'ait pas de protection. Fait que bref, elles se sont mises à militer en ce sens. Puis moi, je les ai comme suivies dans leur lutte, puis j'ai documenté tout ça. Puis, c'est ça. Une maîtrise, c'est un peu, tu nerd out sur un sujet pendant plusieurs années. J'ai lu toutes les politiques d'immigration depuis la Confédération. OK. Parce que je trouvais ça fascinant, puis juste de voir comme l'espèce de continuité historique du racisme. J'étais enragée, puis voilà, je suis tombée complètement dans la marmite, puis j'ai trouvé ça fascinant.
Fait que c'est ça. Je me suis comme un peu retirée du milieu de l'immigration au printemps cette année. Parce qu'avec tout ce qui se passait justement aux États-Unis, c'est devenu comme un sujet qui est extrêmement émotif, là, en fait. Là. Les gens aux États-Unis vivent un niveau de détresse qui est vraiment intense. Puis même nos collègues, nos camarades qui travaillent dans les organismes de défense des droits des migrants, juste des militantes qui veulent aider les migrants, qui se font cibler par la police, qui se font arrêter. On a vu des avocats se faire arrêter, des juges se faire arrêter. C'est fucked up. Pour la défense avoir défendu des personnes des juges qui se sont comme opposés, mettons, à des décisions de déportation, qui se sont fait arrêter, tu sais. Good evening. We are interrupting regular programming with breaking news in the trial of Milwaukee County Judge Hannah Dugan. And that verdict coming in just moments ago, it is a split verdict, not guilty on one count and guilty on the other. Mm-hmm. The not guilty is for count one, which was the misdemeanor of concealing a person to prevent their arrest. The guilty verdict from this jury was on the felony count of obstructing. These two charges came after this incident back in April where Dugan was accused of helping Eduardo Flores Ruiz, an undocumented immigrant, avoid ICE officials at the courthouse in April. C'était comme une espèce de situation de crise. Puis à ce moment-là, j'étais dans un organisme où on était beaucoup dans l'hyper-normalisation. On faisait comme si de rien n'était, puis j'étais comme « Our people are dying! » Au Québec aussi, parce qu'en fait, depuis l'arrivée de Trump, il y a eu beaucoup de pression là, sur le Canada pour faire des politiques migratoires plus sévères et tout. Il y a des politiques de Carney qui sont exactement du copier-coller, en fait, de ce qui se fait aux États-Unis. Mais ça, tu nous disais ça, je pense, dans ton message initial. C'est qu'en ce moment, la façon que les nouvelles, je pense, nous sont présentées aussi, c'est qu'on voit aux États-Unis, ça va particulièrement mal. Il y a comme une accélération vers, justement, le fascisme, l'extrême droite. ICE, c'est pas nouveau. Les déportations d'immigrants, c'est pas nouveau. Mais il y a comme quelque chose de plus visible. Ouais. Puis on dirait que nous, comme Canadiens, on reçoit quand même beaucoup de ces images-là. On les voit. Puis il y a donc cette espèce d'impression que aux États-Unis, ça va très, très mal. Puis il y a ça, ce qui est pas faux. Mais que donc, ici, en comparaison, ça va pas si mal. C'est un cas de all eyes on. Ouais. Parce que ici aussi, là, ce qu'on a compris dans tes messages, c'est que la police de l'immigration ici s'infiltre chez des gens pour les retirer de leur milieu. C'est vrai, ça? Oui, tout à fait. J'avais comme envie de réagir parce que il y a quelques semaines, dans un des épisodes, je disais s'il y avait des déportations comme ça ici au Canada, j'irais porter ma fille à la garderie puis j'irais m'opposer directement aux déportations. Puis j'étais comme « Ah! Mais ça arrive ici! Ça arrive beaucoup. » T'as bien fait de me le dire, puis aussi, pourquoi on n'entend pas parler? C'est ça, What ça. the fuck? Ouais, complètement. J'ai les stats, en fait que je vais vous les donner. Ouais, c'est ça. Allons-y, le mettons. Puis on peut donner du contexte. C'est quoi la situation, justement, de l'immigration au Canada versus les États-Unis? Ben, mettons qu'on parle juste de déportation, parce que ce bout-là, moi, me fascine puis m'enrage. On nous fait croire qu'aux États-Unis, on déporte massivement puis qu'ici, c'est pas vraiment ça qui se passe puis qu'on est donc bien gentils. Mais au Canada, dans la dernière année, il y a 22 000 personnes qui ont été déportées. Fait que ça, c'est 425 par semaine. Puis la moitié de ça, c'est juste au Québec. Fait en fait, le Québec, c'est la province qui déporte le plus de migrants. C'est quoi la raison de ça? Ben, c'est compliqué. En fait, il y a une part qu'il y a plus d'autorité en immigration ici. Okay. Il y a une plus grande densité de population, I guess. Population migrante. Il y a plus de demandes d'asile qui sont traitées au Québec qu'ailleurs au Canada. Ça veut pas dire que les gens sont nécessairement physiquement au Québec, là. C'est juste qu'ils souvent, ils sont arrivés ici. Puis après ça, ils sont partis dans une autre province, mais leur demande reste qu'elle va être traitée ici, tu sais. Fait que, vu qu'il y a comme un plus gros volume de traitement des demandes d'asile, ben il y a nécessairement un plus gros volume de gens qui sont refusés, donc éventuellement qui risquent d'être déportés. Ça peut être un des facteurs qui explique ça. Mais comment ils le mettent en place? Il y en a qui doivent recevoir des lettres, puis là, ils obéissent, ils se bookent un vol, puis ils retournent dans leur pays. Je suis sûre que ça existe. Mais la plupart du temps, est-ce qu'ils se font physiquement prendre et amener à l'aéroport? Comment ça marche? Ouais. Dans le fond, c'est qu'il y a plusieurs choses qui peuvent mener à la déportation. La majorité des gens qui finissent par être déportés, c'est des personnes qui sont venues comme demandeuses d'asile puis qui ont perdu. Donc, ils n'ont pas réussi à démontrer qu'elles étaient en danger dans leur pays. Ça veut pas dire qu'elles sont pas en danger. Ça veut juste dire qu'elles ont pas été capables de le démontrer. D'ailleurs, je sais pas si vous l'avez vu, mais il y a un film qui s'appelle L'Audience. Qui est un documentaire justement où on suit une famille dans leur processus d'audience pour la demande d'asile. Tu sais, on voit là, c'est un processus qui est super déshumanisant, puis cette famille-là sont tombés sur un bon commissaire. C'est super déshumanisant, puis tu dis ça, c'est le moins pire de la gang. Genre. Est-ce que des fois tu penses à ça serait quoi ta vie si vous étiez resté au Congo? Si j'étais là au pays, je ne sais pas si je serais toujours en vie. Les autorités congolaises ont tout tenté pour réprimer les marches dites pacifiques. On en parle de cette répression violente du régime congolais. Nous avons quitté le Congo précipitamment. On a pris la décision de faire la route de la mort. On l'appelle route de la mort parce que
Vous la commencez, mais vous n'êtes pas sûr de la terminer en vie. Il fallait faire quelque chose pour sauver ma famille, pour sauver mes enfants. Je t'aime. Moi aussi. Le dossier a été transmis à la commission de réfugiés. Il faut préparer tous les éléments qui vont appuyer votre demande d'asile. Si cela ne fonctionne pas, la personne risque d'être renvoyée. Ça fait quand même 3 ans là qu'on est là. Je suis optimiste. Je pense que ça va passer bien. Ambassade à la République démocratique du Congo. Le ministre peut demander à ce que votre demande d'asile soit refusée. Je fais 30 000 kilomètres pour voir mes enfants grandir en sécurité. L'audience est l'événement central de votre demande d'asile. Si on raconte mal, qu'est-ce qui va se passer? C'est le juge qui va décider quand on va lui raconter notre histoire. Si on te dit que tu peux pas rester au Canada, tu dois rentrer. On ne pourra plus revenir? On pourra plus revenir. Yesu azali awa. Yesu azali awa. Affirmez-vous solennellement de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Dites, je l'affirme. Je l'affirme. Je l'affirme. Le fardeau incombe à la personne migrante, un peu comme le fardeau incombe à la personne violée. Ouais, exactement. Mais si je comprends bien, c'est comme on soupçonne qu'ils mentent de facto. Il faut qu'ils nous prouvent que c'est vrai qu'ils sont en danger dans leur pays puis qu'ils veulent rester ici à cause de ça. Mais je veux juste dire, même si tu mens, c'est parce qu'il y a quelque chose qui va pas puis tu veux quitter une situation. Je trouve que c'est effectivement super particulier de soupçonner que les gens, pour aucune crise de raison valable, veulent juste quitter leur pays, faire des milliers de kilomètres puis recommencer ailleurs. Tu sais, je pense pas que c'est dans l'ADN de la plupart de la population de la planète de vouloir complètement se déraciner de sa culture, de sa maison, de sa famille, de ses amis, de tout ce qu'il connaît. Tu sais, c'est pas voyager, là. C'est pas la même chose. Pas aller en Italie 3 semaines puis faire « Waouh, les pâtes sont bonnes » puis revenir ici. C'est genre partir. Oui, il y a peut-être un petit pourcentage de la population qui a ça à l'intérieur. Mais cette espèce un peu comme il y a 1% des gens qui mentent sur leurs agressions. Je sais pas comment dire. Ouais, c'est ça. Ça revient à ça. En tout cas, le soupçon est toujours sur la personne qui a besoin d'aide. Ouais. Je trouve ça spécial quand même que ça se déplace de système en système. Ouais. C'est important de rappeler aussi qu'il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur demande d'asile. Comme je disais, c'est à peu près 2/3 là, des demandes qui sont acceptées. Fait que le tiers qui reste, ça peut être soit des gens qui ont été considérés comme pas crédibles ou qu'il y avait juste pas de motif à leur demande d'asile, genre justement t'étais pas en danger, ou on considère que t'es pas en danger, ou on considère que t'avais des opportunités de juste changer de province, mettons, dans ton pays, puis que ça aurait réglé le problème. À ce moment-là, c'est souvent comme on croit que c'est vrai que t'as vécu des trucs trash, mais t'aurais pu juste aller ailleurs puis ça aurait été correct. Ou sinon, ils vont dire des choses comme tu magasinais, en fait, ton pays d'accueil. T'as fait plusieurs escales avant d'arriver ici. T'as testé plein d'affaires puis finalement, t'es arrivé au Canada puis t'as trouvé que le Canada, c'était comme le meilleur pays. Fait qu'on va juste te refuser ta demande d'asile parce que dès que t'as eu des opportunités, t'es pas pris. Fait que tout ça pour dire que le tiers qui reste, ça veut pas nécessairement dire que les gens étaient pas en danger. Ça veut juste dire qu'il y a des raisons légales pour les exclure, mais que c'est ça. Fait qu'il y a ces gens-là d'une part. Puis les autres personnes qui peuvent faire face à la déportation, c'est des gens qui sont venus avec tout autre statut. Là. Ils sont venus soit comme travailleurs étrangers temporaires, ou comme étudiants internationaux, comme touristes. Puis soit ils ont perdu leur statut parce que, mettons, si tu viens comme travailleur temporaire, ben tu viens pour faire une job spécifique, puis si tu perds ta job, tu perds ton statut, tu sais. Fait que là, à ce moment-là, ben t'es comme plus le droit d'être sur le territoire, fait qu'on peut officiellement te prendre puis te renvoyer. C'est assez rapide, ça, non? Ça dépend des cas, parce que ça dépend de si ça a été flagué ou non au gouvernement. Des fois, il y a des employeurs qui sont juste pas nécessairement... tu sais, qui vont juste faire comme « Hey, je termine ton contrat, prends l'avion, achète-toi un billet d'avion puis va-t'en tout seul. » Puis là, les gens achètent un billet d'avion, mais ils quittent pas. Fait que l'employeur va pas nécessairement comme les flaguer à l'immigration. S'ils sont flagués, ils vont aller chercher un peu, mais pas nécessairement comme super activement. Ça dépend vraiment des situations, tu sais. Puis, une chose qui est intéressante à garder en tête, c'est qu'il y a beaucoup de personnes sans statut, donc des personnes qui pourraient être déportées. Là. À partir du moment où t'as pas de statut, t'es propice à vivre la déportation. Il y a beaucoup de personnes sans statut qui sont des aînés, notamment parce que les gens qui sont venus dans les années 80-90, où est-ce que ton passeport, c'était une photo collée sur une page, puis genre, on prenait des notes à la main que t'étais rentré au Canada, puis on écrivait à la main dans ton passeport qu'il faut que tu quittes avant telle date. Les traces se perdaient vraiment plus facilement que maintenant. Tu sais, tous nos passeports sont électroniques, il y a des puces dans tout. Fait que là, on sait quand t'es rentré, on sait quand t'es supposé partir. Fait que, mettons que l'information se flague plus rapidement, tu sais.
Par contre, quand tu venais dans les années 80-90, début 2000, mais il y a moins de traces de ça, puis il y a beaucoup de personnes qui sont venues soit avec un statut de travailleur ou un statut de touriste, puis qui sont jamais repartis, en fait. Puis on le voit, tu sais, il y a Médecins du Monde, qui est un organisme qui vient en aide aux personnes migrantes qui ont des problèmes de santé, puis ils voient beaucoup de personnes sans papier aînées, en fait. Chaque jour, Médecins du Monde va à la rencontre des personnes là où elles sont. Dans la rue, dans les abris, dans des communautés trop souvent oubliées. On va vers elles pour les aider à avoir un pouvoir sur leur santé, à leur rythme et dans la dignité. Mais les failles du système de santé laissent encore trop de gens de côté. Avec vous, on renforce les maillons plus fragiles de notre système de santé. On contribue à bâtir un avenir plus juste. Fait que, tu sais, quand on a en tête comme les migrants ou les sans-papiers, il y a comme une image stéréotypée qui vient dans la tête des gens. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'en fait, non, c'est vraiment loin de cette image-là, parce que c'est super varié, la population de personnes sans papier. Il y a des mineurs, il y a des aînés, il y a un peu de tout, là. C'est assez, ça part dans tous les sens. Il y a tellement de choses. Tu parles de l'image qu'on a, puis cette image-là, elle n'est pas innocente dans le sens, elle vient pas de nulle part. Cette image-là, elle vient aussi de ce qu'on se fait raconter. Puis je réfléchissais un peu cette semaine, j'essayais de penser à c'est quoi tous les discours autour de ça, puis il y en a tellement, mais il y a beaucoup cette idée-là que, justement, mettons, ces gens-là viennent ici et profitent du système. Mais il y a comme quelque chose qui fonctionne mal dans ma tête de me dire, si t'as pas de papier, là, comment tu pourrais profiter du système? Je veux dire, moi, j'ai des papiers, puis j'ai l'impression que le système profite de moi. Ouais. Fait que comment quelqu'un qui aurait pas de papier pourrait réellement profiter du système? C'est pas vrai que ces gens-là reçoivent des chèques en rentrant, puis qui ont de l'aide, puis qui ont... Au contraire, là, je veux dire, c'est pas possible. Fait qu'on s'est comme fait rentrer ça dans la tête, j'ai l'impression, par... des médias, de la politique qui nous disent ça, qui nous font comme sentir que ces gens-là, c'est ça, viennent pis sont un poids sur notre système. Puis dans les faits, j'ai de la misère à imaginer comment ben ils pourraient profiter de notre système, Chris, s'ils n'ont pas de carte d'assurance maladie, s'ils n'ont pas de statut ici. Puis comme tu le dis, ils peuvent même pas aller se plaindre à la police parce qu'ils ont peur de se faire déporter le lendemain. Fait que j'imagine que pour eux, tous les services publics sont un peu inaccessibles de peur d'être flagués, mettons. Complètement. Fait que, tu sais, c'est ça aussi, de la même façon que quand on parle justement de gens en demande d'asile, tu sais, je pense que cette impression-là de la population, que ces gens-là, mettons, viennent ici, font une demande, puis dans cette espèce de moment-là, entre la demande puis la réponse, font juste, mettons, se mettre sur l'aide sociale puis attendre. Ouais. L'aide sociale qui est genre 2$. Là, en plus, puis, mais auquel ils ont probablement pas droit. Tu sais, je sais pas. Ouais. Qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là, d'habitude? Est-ce qu'ils travaillent? Ouais, c'est fou parce qu'il y a tout le temps les deux discours à la fois qui cohabitent dans la tête des gens. Genre, ils volent nos jobs, puis sont tous sur le BS. Oui. Bon point, très bon. Tu sais, c'est comme... Ben non, ça marche pas de même, tu sais, c'est plus compliqué que ça. D'abord, il n'y a pas de bonne façon de demander l'asile. Parce que ça aussi, c'est un discours qu'on entend tout le temps. Les bons demandeurs d'asile, puis ceux qui font les choses de la bonne façon. Ceux qui ont du cash dans leur compte rentrent très facilement. Ben oui, exactement, tu sais. J'ai appris ça récemment, fait que j'étais comme, mon Dieu, ça coûte cher, immigrer. Ouais, vraiment. Vraiment. Très cher, faut que tu aies, genre... 30 000 $ dans ton compte ou? Ben, ça dépend de avec quel statut t'arrives, mais ouais. Moi, je peux pas immigrer ici, là, finalement, c'est ça qu'on me dit. Ouais, puis ça coûte méga cher de frais d'avocat, puis en tout cas, c'est vraiment l'enfer. C'est ça, il y a comme cette image-là qu'il faut traverser de la bonne façon, puis demander de l'asile de la bonne façon. Mais ce que les gens comprennent pas, c'est que, d'un, il y a pas de bonne façon de demander l'asile, parce que, ben, il y a une distinction entre être demandeur d'asile puis être réfugié. Quand t'es réfugié, dans le fond, c'est que tu passes par un camp de réfugiés qui est géré par l'ONU, puis c'est l'ONU qui va te resettle, donc te prendre puis t'offrir un pays, tu sais. C'est ça. Fait que ces gens-là, les réfugiés, arrivent au Canada avec un statut de réfugié. Donc ils sont déjà protégés, ils ont déjà accès aux services, ils ont déjà tout. Les demandeurs d'asile, c'est qu'il faut que tu sois sur le territoire pour pouvoir faire la demande. Pas la faire à l'étranger. Faut vraiment que tu viennes ici. Puis là, ben c'est là où il y a pas de bonne façon de venir ici. Toutes les façons sont bonnes tant que tu réussis à rentrer sur le territoire, tu sais. Que ce soit l'aéroport, le chemin Roxham, exactement. Le Boat People, c'est comme ça aussi. Un visa de visite pour touristes. C'est ça. Tu sais, on voit, par exemple, des gens qui viennent comme étudiants internationaux, puis une fois qu'ils arrivent, ils demandent l'asile. En fait, le système est fait pour que tu passes d'un statut à l'autre, puis qu'à chaque fois que tu passes d'un statut à l'autre, t'as des chances de le perdre, là, parce que chaque hostie de formulaire est fait genre 12 pages, puis c'est super compliqué, puis on te demande genre tes antécédents des 10 derniers jobs que t'as fait, puis en tout cas, c'est vraiment l'enfer. Puis là, dès que tu fais des erreurs, ben là, on considère que t'es louche, fait que là, on va te checker bien plus. Puis en tout cas, il y a vraiment beaucoup d'opportunités, disons, à travers ce parcours-là, de perdre son statut. T'sais. Fait que bref, il faut venir ici pour demander l'asile. Donc, une fois rendus sur le territoire, les gens demandent l'asile. Puis à ce moment-là, s'ils sont considérés éligibles, c'est-à-dire qu'on fait juste un petit check-up de sécurité minimale, puis des choses comme ça. Puis là, éventuellement, ils vont se faire donner un droit de séjour sur le territoire. Tu as le droit de rester. On te donne un permis...
On appelle ça un papier brun, là. C'est comme un document qui atteste de ton identité. Puis avec ce papier-là, tu peux demander un permis de travail. L'enjeu, c'est que récemment, les délais ont peut-être changé, là, mais mettons, il y a quelques années, ça prenait comme 9 mois avant d'obtenir un permis de travail. Durant ces 9 mois-là, tu peux pas travailler légalement. Mais tu peux travailler illégalement. C'est ça. Mais ça, ce qui est intéressant là-dedans, je trouve, par exemple, c'est que souvent, quand on pense au travail illégal, je trouve qu'on pense aux travailleurs. Ouais. Mais on pense pas aux patrons. Pourquoi c'est pas... Tu sais, je veux dire, c'est plus eux le problème. C'est du monde qui vient chercher du monde en van le matin pour les amener travailler en dessous de la table. C'est un système organisé. Ces gens-là sont victimes de ce système-là. C'est pas comme « Ah, je travaille illégalement ». C'est comme, c'est zéro agréable. Personne veut faire ces jobs-là anyway. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent avoir comme aide pendant qu'ils attendent leur permis de travail? Ont-ils droit au bien-être social ou à un genre de chèque d'aide de dernière minute, d'urgence? Ouais. Ben, dans le fond, il faudrait que je recheck, là, parce que la CAQ voulait couper l'aide sociale pour les demandeurs d'asile. Je sais pas si ça a passé finalement ou pas. Jean-François Roberge lance un ultimatum. C'est pas normal que les Québécois aient sur leur épaule le poids de 40-50% des demandeurs d'asile. Si Ottawa refuse d'accéder à ces demandes en immigration, il coupera l'aide sociale aux demandeurs d'asile sans emploi qui détiennent un permis de travail. Environ 50% des gens qui ont un permis de travail, qui sont demandeurs d'asile, n'ont pas d'emploi. À ce moment-là, eh bien, écoutez, on a tout fait, on les a accueillis, on les a aidés à se loger, on leur a donné de l'aide sociale. La CAQ implore le fédéral d'accélérer le traitement des demandes et de mieux les répartir. Venez au Canada, venez au Québec, vous allez avoir la carte or, recevoir tous les services. La vérité, là, c'est qu'on est trop attractif au Québec pour notre capacité d'accueil. Je suis moins au courant des derniers développements de ça, mais en théorie, oui. Les gens ont accès à l'aide sociale, mais tu sais, on s'entend, là, l'aide sociale, c'est comme maximum 900$ par mois, puis... c'est une famille, t'as un petit peu d'allocation par-ci par-là, mais c'est pas suffisant pour vivre. La réalité, c'est qu'ils ont pas le droit de travailler, mais on les place dans des conditions qui les forcent à survivre, tu sais. Fait que soit ils bénéficient, en fait, des services des banques alimentaires, puis là, ils sont jugés comme les maudits immigrants qui viennent voler les denrées alimentaires des Blancs, puis t'es comme... Depuis quand il y a une propriété aux denrées alimentaires? Mais ils sont débiles, là, je viens de voir. Tu sais, si tu reçois l'aide financière, mettons, d'une participation à un cours de français qui est 230 $, OK? Je pense que c'est par semaine. T'as pas le droit de faire une demande d'aide au transport gratuit. Oui. Ouais. Fait que, mettons, toi, tu t'es trouvé un appart vraiment cheap à la Chine, mettons, puis ton cours de français est au centre-ville une fois par semaine, ben, il faut que tu t'achètes la passe de boss parce que c'est un ou l'autre. Ouais. Tu sais, je trouve que ça a l'air déjà super prédatorial, comment c'est approché. Faut pas trop leur en donner. Mais j'ai l'impression qu'il y a comme au-delà de juste démêler toute la légalité dans ces affaires-là, puis comment c'est réellement cette réalité-là. Mais aussi de se demander au final, on dirait qu'on recule jamais de 3 pas, puis on se demande pas 2 secondes, pourquoi on empêche du monde de travailler? Tu sais, comme dans les faits, c'est pas exactement ça qu'on veut, que tout le monde travaille. Ouais, je veux dire, pas moi, là. Moi, je veux pas que tout le monde travaille, mais genre, c'est pas ça que le système nous demande tout le temps. Puis tu sais, là, je vais dire quelque chose de ben trop woke, là, mais genre, pourquoi le monde, ils peuvent pas habiter où ce qu'ils veulent? Pourquoi même on check ça? Je veux dire, on n'arrête pas de nous parler ici de décroissance démographique, puis quand on fait un enfant, il faut pas valider le fait d'avoir le droit d'amener une nouvelle personne au pays, parce que c'est ça que c'est, là. Faire naître une personne, c'est genre, une nouvelle personne arrive, puis Chris, en plus, elle sait pas rien faire, faut tout y apprendre, ça va nous coûter une fucking fortune amener cette personne-là à apprendre la déglutition jusqu'à la parole, jusqu'à comme faire une job. Là, t'as quelqu'un qui arrive, qui a 30 ans, qu'un autre pays s'est déjà occupé de tout ça, il sait marcher, il sait tout faire. Puis là, on est comme, un instant, pourquoi tu veux être ici? C'est pourquoi on a cette vision-là? C'est très woke, Philippe. Non, je sais, là. Mais c'est parce que moi, en tant qu'anarchiste, là, je crois pas à ça, les frontières. Puis, je veux dire, c'est niaiseux, mais c'était une des revendications altermondialistes, mettons, il y a 10 ans, de dire, si on est pour avoir du libre-échange, ben la première chose qu'on devrait faire, c'est aussi de permettre la libre circulation des êtres humains, d'aller s'installer n'importe où. Si on faisait ça, ça réglerait déjà plein de problèmes, parce que ce qu'on n'a pas l'air de comprendre, c'est que c'est nous qui va partout avec nos industries, qui fait bouger du capital, qui endette des pays. Puis c'est pour ça qu'on crée des mouvements de masse de population. C'est pas parce que le monde, ils veulent venir au Canada, c'est parce qu'ils sont comme... Chris, dans mon pays, ça marche plus. Toutes les entreprises me payent 12 cents de l'heure. On n'a pas de bouffe. Fait que là, il faut que je me sauve d'ici. Puis là, ils se ramassent ici. Mais dans les faits, si on ouvrait toutes les frontières, on aurait bien avantage à ne pas déstabiliser tous les pays du monde. Puis qu'il n'y aurait pas beaucoup d'immigrants ici avec les hivers qu'on a. Chris, même moi, je m'en irais. Moi aussi. Je serais parti. Je serais plus là. Il est de même à 7 heures. C'est pas vrai, je dors à 7 heures. Ça, c'est notre joke, mais genre littéralement, Phil, 7 minutes après son réveil, il est dans tabarnak. Il est dans l'anarchie. Si on est capable d'ouvrir les frontières à de la marchandise, pourquoi on le fait pas pour les humains? Complètement.
Pourquoi? Tu sais, c'est quoi cette vision-là de ici, c'est chez moi? Là, les gens viennent profiter de chez moi. De quoi ils viennent profiter de chez vous? Comment c'est chez vous? Comment c'est à toi? En tout cas. Mettons qu'on est wild, là, pis qu'on prend leur propre théorie, là. Si tu rouvres toutes les frontières, la main invisible va gérer ça, là. Comme les gens vont aller où est-ce qu'il y a de la job, puis où est-ce qu'il y a des choses à faire, puis où est-ce qu'ils sont bien. Ben oui. Puis ça va s'auto-réguler. T'sais. Le néolibéralisme des humains, là. Complètement. Genre, c'est vrai, ça va se réguler tout ça. Ben oui, T'as voilà, raison. exactement. Tout à fait. Le marché. Puis une autre chose qu'on dit pas dans ces discours-là, c'est à quel point tout est interrelié. T'sais, les minières canadiennes qui sont en Amérique latine puis en Afrique centrale pour aller ramasser les minerais, ça contribue en fait à déstabiliser ces États-là. Bien sûr. Puis turns out que c'est ce monde-là qui viennent comme travailleurs étrangers temporaires ici après, tu sais. Parce qu'ils doivent fuir, parce qu'il n'y a juste plus aucune opportunité d'emploi ou parce que c'est tellement déstabilisé dans leur pays d'origine qu'il y a des enjeux de narcotrafic, il y a des enjeux de criminalité et tout. Parce que c'est des sociétés qui sont déstabilisées, entre autres, à cause des agissements du Canada. Puis après ça, ils arrivent ici, puis on leur barre la frontière, tant pour la demande d'asile que pour obtenir la résidence permanente après avoir travaillé 20 étés de suite dans des fermes de tomates. Oui, puis là, on parle même pas de gens qui se plaignent de leurs conditions. They want to work. Ils veulent juste être heureux. Non, mais ils travaillent plus que nous. Ouais. Genre, c'est plate, tu sais, c'est ça, tu nous as fait écouter le documentaire Essentiel sur l'équipe. Allez l'écouter, honnêtement, c'était vraiment touchant, vraiment bon. Mais tu sais, ça donne aussi une perspective beaucoup plus humaine à ça, de c'est quoi être un travailleur étranger. Puis tu sais, tu m'en parlais au téléphone. On s'imagine, on dirait tout le temps que, mettons, les travailleurs étrangers, c'est du monde étranger qui viennent travailler ici. Mais c'est pas vraiment ça, dans le sens que ils partent pas de chez eux puis ils font, moi, aller travailler au Canada, ils se font recruter. Fait que c'est pas eux qui viennent, ils se font comme tirer ici par des compagnies. Puis c'est pas eux autres qu'on voit comme un problème, les compagnies. Il y a personne dans le journal qui est comme, là, les compagnies, il faut qu'ils arrêtent de faire venir du monde ici. Non, c'est genre... les chambres du commerce qui demandent ça. Ils se réunissent puis ils font des partenariats. Oui, tu me parlais même de firmes de placement qui ont des pieds à terre dans d'autres pays qui recrutent du monde qui leur mentent un peu aussi sur les conditions, sur ce qu'ils vont vivre, puis qui font de l'argent sur cette immigration-là, mettons. Est-ce que tu trouves qu'on manque d'informations là-dessus, puis que ça devrait être plus largement diffusé, que c'est nous qui participons à toute cette déstabilisation géopolitique-là? Complètement. Mais oui, complètement. Puis, en fait, je trouve que, en effet, vous l'avez nommé d'entrée de jeu, l'immigration, c'est tellement un sujet qui est méconnu, ou qu'on parle tellement en surface, qu'on parle juste dans des termes vides de sens, ou tu sais, qu'on parle de seuil, on parle de chiffres, on parle pas d'humain, on parle pas de réalité sociale derrière ça, on parle pas de tout le contexte, puis c'est comme focusé juste sur, je veux même pas dire la pointe de l'iceberg, là, c'est focusé sur un fucking flocon de neige, alors qu'il y a quelque chose de tellement énorme derrière, tout un système capitaliste là, qui profite en fait de ces mouvements-là, autant de population que de marchandises, puis comme je disais au téléphone cette semaine, c'est quand on peut pas délocaliser une industrie, mais on va délocaliser les travailleurs. Quand on peut pas prendre une ferme au Québec avec nos tomates puis les amener en Amérique latine pour avoir une cheap labor, on va prendre des gens puis on va les faire voyager pour qu'ils viennent travailler ici dans des conditions d'esclavage, en fait. T'sais, même l'ONU s'est positionnée là-dessus. Canada's temporary foreign worker programs are the subject of a scathing report from the United Nations. The UN's Special Rapporteur on Contemporary Forms of Slavery says the programs for foreign agricultural workers are, quote, a breeding ground for modern forms of slavery. Tomoya Obokata says he heard accounts of exploitation and abuse from migrant workers during a 2-week fact-finding mission to Canada. And his report comes about a year after Jamaican farm workers in Ontario called attention to their own alleged mistreatment. Yes, there are so many indicators of forced labor when I visited various places, and by speaking to a number of migrant workers, we've spoken about close to 100 workers. So the conditions are, for example, excessive working hours, no overtime pay or less than minimum wage, no access to health and social care, excessive surveillance, and sometimes physical and sexual violence. I've heard from workers themselves. Mais en fait, l'ONU, la raison pour laquelle ils sont venus ici, en fait, le système canadien de sélection des migrants, il est envié, en fait, en Europe. Puis l'Europe veut essayer d'implanter sensiblement la même chose. Fait qu'avant que ça se fasse, l'ONU est venue ici pour voir comment ça se passait réellement. C'est quand même fucked up, là, le rapporteur spécial des Nations Unies contre les formes modernes d'esclavage. Les pays qu'il a visités avant, c'est genre la Mauritanie, le Togo, la Libye. Puis là, hop, le Canada. Des pays, tu sais, où est-ce que vraiment, il y a des gens qui sont kidnappés puis mis en esclavage, tu sais. Puis là, soudainement, le Canada est sous la loupe de l'ONU pour les mêmes raisons. T'es comme,
il y a des questions qu'on se pose pas ici, là. On n'est pas tant de terre d'accueil. Ben non, pas en tout. Puis tu sais, cette image-là de terre d'accueil, c'est une image qui date des années 70, là, avec Pierre-Éliott Trudeau-Père, le multiculturalisme, les casques bleus, on est tellement fin. Mais comme, en même temps qu'ils tenaient ces discours-là, ben c'est là où ils ont créé, en fait, les permis de travail fermés, tu sais. Ça, c'est intéressant. Les permis de travail fermés, ils en parlaient, entre autres, dans le documentaire, puis tu m'en as parlé aussi. Puis ça, c'est une des affaires assez spécifiques. C'est comme, je pense qu'elle est là, la bureaucratisation de l'esclavage. C'est que c'est plus genre des fouettes puis des cages, mais c'est plus comme avec des papiers puis des ordonnances puis des lois. On amène du monde à comme se retrouver dans des situations où finalement ils n'ont aucun pouvoir. Parce que dans le fond, un permis de travail fermé, c'est quelqu'un qui vient pour travailler ici, mais qui ne peut travailler que pour un seul employeur. C'est comme s'il était parrainé par un employeur. Fait que disons, toi, tu viens ici pour travailler pour un agriculteur. Tu as un permis de travail avec lui. Mais là, s'il te traite mal, s'il n'est pas correct avec toi... Si tes collègues sont des assholes, si les conditions sont difficiles physiquement, si tu te blesses... Tu ne peux pas bouger de là. Tu peux pas aller chez le voisin, offrir, ne serait-ce que dans la même industrie, ton travail. Fait que ça, c'est sûr que ça crée des situations où profiter de quelqu'un, c'est beaucoup plus facile pour un employeur parce qu'il y a comme la mainmise sur toute la possibilité de cette personne-là à être et travailler ici. Il te possède. Il te possède. Littéralement. C'est dégueulasse. C'est littéralement un rôle de pimp. Quand on parle de trafic humain, au Canada, on parle tout le temps de travail du sexe. On parle très peu de trafic de main-d'œuvre. Intéressant. Puis turns out que le trafic de main-d'œuvre, c'est une proportion importante. Je sais pas les statistiques, mais c'est une proportion importante, en fait, du trafic humain au Canada. Puis c'est intéressant parce que ces programmes-là ont été créés en 1955. Là. Ils existent sensiblement de manière inchangée depuis. La seule chose, c'est que de 1955 jusqu'à 2018, c'était absolument impossible, sous aucune condition, de changer d'employeur. Fait qu'il fallait que tu quittes le territoire. Point final. Là, depuis, justement, parce qu'il y a eu des critiques et tout, le gouvernement a fait un espèce de programme pour offrir un permis de travail ouvert, si t'es capable de démontrer que t'es victime de violence sur ton milieu de travail. Mais encore là, c'est super transitoire. C'est comme, on donne un permis entre 6 mois et 1 an, dépendamment du bon vouloir de l'agent qui va traiter ton dossier. Puis encore une fois, faut que tu démontres que t'es bel et bien victime de violence. Puis c'est pas toujours évident. Tu vas pas nécessairement te traîner avec ton téléphone quand tu manges des claques à gueule. Puis tu sais, le fardeau de preuve est pas supposé être lourd, mais la réalité, c'est que les agents d'IRCC qui traitent ce genre de dossier-là, parfois, ils ont des biais, tu sais. S'ils considèrent que c'est juste quelqu'un qui veut améliorer ses conditions sans nécessairement motif raisonnable, tout bad. C'est quand même malade. Je peux pas juste améliorer mes conditions. Non, ça prend des motifs. De 5 mètres par 7 mètres, avec 4 lits, c'est de la violence. Oui, on regardait ça, c'est ça, il y avait leurs des normes exemples. sont dégueulasses. Mais non, mais je veux dire, honnêtement, on avait des chambres comme ça en centre jeunesse. Complètement. Tout seul. C'est être en prison, finalement. C'est ça que c'est. Tu sais, c'est pas des vies. Je veux dire, on peut pas non plus demander aux gens de venir ici puis de tenir à bout de bras notre système agricole, puis même pas leur offrir une chambre puis une douche. T'sais, le minimum, là, on parle pas de comme puis ils les laissent le même luxe. Pas, ils les laissent pas camper sur le terrain. Il y en a plein qui aimeraient ça camper, en fait, parce que c'est plus agréable. Dès qu'ils finissent leur journée de travail, ils peuvent pas se faire un feu, prendre une bière dehors. Ils doivent rentrer dans les habitations. Est-ce que je me trompe? Ça dépend toujours des employeurs. Je comprends, mais il y a des restrictions par rapport à l'agentivité. Complètement. Il y a beaucoup d'employeurs qui vont mettre des règles complètement aberrantes. Là, parce que, dans tes temps libres, t'es supposé pouvoir comme gérer ton temps comme tu veux. L'employeur est pas supposé mettre des restrictions là-dessus, mais on le voit, il y a certains employeurs qui sont... Vous avez pas le droit de sortir du terrain de la maison. Fait que là, tu peux pas juste comme aller prendre une bière au bar avec tes amis. Faut que tu restes vraiment dans ces zones-là. Ils vont mettre des couvre-feux, des choses comme ça. Alors que ça, ils ont pas le droit de faire ça. Je veux dire, ce qu'ils sont supposés faire, c'est juste comme t'offrir un lieu pour dormir, puis t'offrir une job, puis that's it. Il y a pas de transport dans ces lieux ruraux-là, souvent. Non, c'est ça. Il faut qu'ils cuisinent aussi. Les repas sont pas fournis. J'ai déjà vu dans les règlements, pas le droit de tomber enceinte. Quand t'es rendu là, genre au contrôle du corps des femmes, c'est quand même fou. Oui, d'ailleurs, j'aimerais ça qu'on parle. C'est-tu beaucoup plus des hommes, les travailleurs temporaire à permis fermé? De plus en plus, il y a des femmes. En fait, il y a toujours eu des femmes, notamment dans le travail domestique. C'est ça. Le premier programme, je disais, 1955, c'était les travailleurs agricoles. Puis celui d'après, 1960, c'était les travailleuses domestiques. Pour les familles riches et bien nanties de Montréal, notamment. Puis, tu sais, des histoires d'horreur, là, t'es dans la sphère du privé, là, t'es dans les maisons d'individus. Fait qu'imaginez le harcèlement sexuel que ces femmes-là ont vécu. L'horreur, genre inqualifiable. Fait que oui, il y a quand même beaucoup de femmes. Puis il y a vraiment une division genrée du travail aussi. Tu sais, dans le travail agricole, toutes les
tâches plus minutieuses, genre ramasser des fraises, ça va généralement être des femmes, parce qu'on imagine que les femmes sont plus douces et dociles, puis plus patientes, puis délicates avec les fraises. Fait que c'est ça, il y a vraiment une division du genré du travail. Puis quand on parle de travail étranger, on pense souvent justement au travail agricole, mais il y a de plus en plus de travail étranger dans toutes les sphères, notamment dans tout ce qui est comme industriel, la production alimentaire, production métallurgique. Il y a de plus en plus de préposés aux bénéficiaires. Il y a de plus en plus d'infirmiers et infirmières qui viennent sur des permis fermés. Ça, d'ailleurs, c'est un peu ce qu'on a comme pas découvert, mais pendant la pandémie, là, justement, ce moment-là de travailleurs essentiels, il y avait beaucoup, justement, du système de la santé, les CHSLD, les préposés aux bénéficiaires, les infirmières. Il y a beaucoup de ces gens-là qui sont des immigrants, qui sont peut-être aussi des travailleurs temporaires, mais c'est ça, qui tiennent des services quand même à bout de bras, des services pas juste importants, essentiels. Fait que comment on passe de ça à ces gens-là viennent ici, détruisent notre culture? C'est quand même particulier parce qu'il y a tellement une déconnexion complète de ce qui se passe. Comment on en est arrivé là? Ouais, je pense que c'est comme tous les bons vieux mécanismes du racisme, en fait. C'est comme on arrive à dissocier complètement ces deux enjeux-là, puis on fait comme s'il y avait un mur entre les deux. C'est drôle de parler de mur quand on parle d'immigration. Mais on fait comme s'il y avait une fracture super importante entre les deux enjeux, puis on en parle pas comme des choses qui cohabitent, qui coexistent. T'sais. On oublie comment les jobs d'immigrants, là, en grosses guillemets, c'est ce qu'on appelle en anglais des 3D jobs, des jobs 3D. C'est dirty, dangerous and demanding. Fait que salissant, dangereux, puis pénible. C'est des jobs, généralement, que à partir du moment où t'es pas forcé à faire ça, pour une question de survie ou une question de forcer avec un permis fermé, ben les gens ont pas envie de faire ces jobs-là parce que les conditions sont trop mauvaises, tu sais. Puis c'est toute une question de... On peut réellement repenser ce système-là, le système capitaliste, tu sais. Je dis ça, on l'abolit, là. On va faire en sorte que ces jobs-là ne soient plus pénibles, salissantes et demandantes. Tu sais, il y a vraiment moyen de rendre ça moins pénible. Travailler dans une shop à faire du travail à la chaîne, c'est pénible quand tu le fais 8 heures. Si tu travailles 1 heure par jour, puis qu'après ça, tu vas faire autre chose, ben soudainement, ça devient vraiment plus pénible. Tu sais, déjà, si on abolit ce système-là, mettons, du capital puis du travail, c'est que ça fait tellement de choses en même temps. C'est-à-dire, il y a plein de jobs dont on n'a pas de besoin du tout. Tout le monde en publicité, là, on n'a plus besoin. Parce qu'on n'a pas besoin de vendre de la merde. Il y a aussi plein d'industries qui créent des produits dont on n'a pas de besoin. Tous ces jobs-là peuvent être abolis. Mais effectivement, aussi, en travaillant moins, chacun, on a aussi moins besoin de délocaliser, mettons, le care dans des jobs. C'est-à-dire, si on a tous plus de temps pour s'occuper les uns les autres de nos familles, de nos parents, ben déjà, on n'est pas obligé de les donner 24 heures sur 24 à du monde qu'on paye. C'est ça. Fait que, tu sais, il y a tout ça là-dedans, effectivement. Mais ça, je pense, ça demande beaucoup d'imagination pour se rendre là. Mais on est trop occupé à travailler, fait qu'on n'a pas le temps de rêver. Non, mais un peu. Puis c'est ça. Puis là, faut pas rêver en couleur. C'est pas ça la réalité. Mais je veux dire, dans les faits, ça pourrait être la réalité. La réalité, c'est ce qu'on veut. Mais là, mettons, on se replonge dans ce qu'on est. Il y a quand même moyen de gérer ça. Je sais pas comment dire, tu sais, sans complètement changer le système demain, il y aurait quand même moyen de moins exploiter complètement du monde. Puis en plus, de leur dire, vous venez ici, puis vous fuckez notre culture. Ça, là, je pense. En écoutant Essentiel, c'est l'affaire qui me faisait le plus buzzer, parce que je pensais au petit monsieur qui travaillait pour Savoura depuis 10 ans, ou à justement cette infirmière, elle faisait 3 jobs, là. 3 jobs! 7 jours sur 7, genre partir à 5h le matin puis revenir à 9h le soir. Puis je pensais, ces gens-là ont même pas le temps de participer à la culture, que ce soit la nôtre ou une autre. Je sais pas comment. Ils peuvent pas venir ici de fucker notre culture, genre, ils ont pas le temps! Chris, ils sont partis avant que tu te lèves, puis ils reviennent après que tu sois couché. Puis ils ont pas accès. Je sais pas comment dire. C'est pas comme si ces gens-là vont voir des films américains puis pas québécois. Genre, sont pas au cinéma, sont nulle part. Ils sont pas en train de monter des pièces de théâtre camerounaises, Chris. Ils ont pas le temps, là. C'est pas ça. Je trouve ça fou. Genre, ces gens-là, au contraire, ont même pas le luxe d'avoir une vie culturelle et humaine. Quand je travaillais en pub, on avait beaucoup d'immigrants chez Sidley, mais c'était des immigrants suédois, danois, des endroits qui sont des sommités dans les communications, le marketing, la pub, le design. Qui venaient avec des permis fermés, fort probablement. Permis fermés qui étaient pris chez Sidley. Puis là, Sidley faisait des Black Friday, mais pas les Black Friday acheter des affaires moins chères. Black Friday, genre, on renvoie la moitié de l'équipe. Cool. Oh, wow! Ouais. Puis là, ces gens-là retournaient en Suède, au Danemark, aux États-Unis, en Californie. Hallucinant. C'était quand même, je viens de flasher que c'était ça. C'était des permis de travail fermés. Puis quand, mettons, ils perdaient LG2 ou Sidley ou Cossette perdaient un contrat avec Danone, mettons. Ben là, il fallait qu'ils crissent genre 46 personnes dehors. Il y en avait des kebs aussi. Mais ils faisaient des Black Friday comme ça. Je m'en souviens très bien. Oui, c'est particulier. Hein? Après ça, tu travailles de manière mais ça, c'est extrêmement stressée. Ouais, c'est horrible. C'est horrible. Mais c'est de l'immigration bourgeoise, ça.
c'est des immigrants qui viennent pour un travail spécifique. Puis je me rappelle qu'il fallait leur écrire des lettres. Nos boss, fallait leur écrire des lettres pour dire qu'il y avait juste cette personne-là, mettons John, de Californie, qui pouvait faire cette job-là, puis on avait absolument besoin de lui. Mais c'était un permis de travail fermé. C'est le seul qui peut écrire une chanson poche pour Danone. C'est le seul. Danone. Je veux que tu me parles du projet de loi C2-C12. Ça, déposé dès l'arrivée de Carney. Qu'est-ce que ça change, ça, justement, pour les statuts? Est-ce qu'ils sont passés, ces projets de loi-là? Non. Ça s'en vient. Ils sont en deuxième lecture, à ce que je sache. Projet de loi sur l'immigration, deuxième projet de loi présenté par ce gouvernement-là. Fait que ça démontre comme à quel point ils veulent faire de la gestion de l'immigration une priorité dans leur gouvernement. Ce projet de loi-là copie des politiques qui ont été décrétées par Trump, notamment en étant le pouvoir des autorités canadiennes de mettre fin en bloc à des résidences permanentes qui ont déjà été octroyées. Puis ça, c'est pour faire suite à un scandale qui a eu lieu post-pandémie. Hundreds of Indian students studying in Canada are now reportedly facing deportation after a travel agent who sent them using fake documents has gone missing. Now, reports indicate that a letter has also been issued by the college in Canada's Ontario to deport 700 students. The students are said to have been sent abroad by a Jalandhar-based travel agent named Rajesh Mishra, who charged nearly 16 to 20 lakh rupees from the students. Now, Jalandhar DCP Vatsala Gupta said the probe has been initiated into the matter on the basis of reports. C'est comme des collèges privés qui faisaient beaucoup de pubs dans des pays étrangers, notamment l'Inde, le Bangladesh et tout, pour recruter des étudiants avec des formations comme collégiales. Il y avait justement un préposé aux bénéficiaires, ce genre de programme-là. Puis là, les gens arrivaient ici avec un permis d'études. Puis turns out que le collège existe, mais tu sais, c'est comme une salle louée dans genre un centre commercial sur le déclin, là, dans le fin fond de petite banlieue montréalaise. Il y a presque pas de table, il y a un tableau genre vieux des années 80, c'est tout croche. Il y a un prof qui te donne un cours, mais c'est pas vraiment un cours. Puis au final, à la fin de ça, t'as un certificat, mais qui vaut rien. C'est pas une formation qui est reconnue, tu sais. Les gens qui ont suivi ces formations-là, ben, vu qu'il y avait quand même un diplôme, ils ont pu demander la résidence permanente ensuite. Fait que là, le gouvernement veut crisser tout ce monde-là dehors. Fait que leur retirer la résidence permanente sur la base de cette fraude-là. Mais on s'entend que les gens ont été des victimes beaucoup plus que des acteurs actifs dans cette fraude-là. Ouais. La plupart se sont fait vendre du rêve, là. C'est comme tu viens ici, après ça, tu vas avoir une job super payante, tu fais des études à l'étranger, fait que c'est mieux reconnu dans ta communauté, nanana. Fait que c'était super attirant, tu sais. Puis on payait des fortunes, là, pour ça, tu sais. Puis ça a quand même été assez médiatisé, là, pendant la pandémie, ces enjeux-là. Donc, c'est ça. Donc, le projet de loi pourrait, techniquement, retirer, en fait, la résidence permanente à tout ce monde. Il y a aussi, comme aux États-Unis, l'annulation de statuts en bloc. On l'a vu, notamment aux États-Unis, il y a les Haïtiens et Haïtiennes qui, une fois arrivés aux États-Unis, obtenaient un espèce de statut temporaire parce que c'est trop le chaos en Haïti, fait qu'ils pouvaient pas, comme, les retourner et tout. Fait qu'ils obtenaient un espèce de statut temporaire en attendant que la situation se calme là-bas. Fait que t'es pas officiellement demandeur d'asile, t'es comme dans une espèce d'in-between weird. Puis il y a sensiblement la même chose ici. Tous les Haïtiens et Haïtiennes qui ont pas été reconnus comme demandeurs d'asile, comme personnes à protéger, ils peuvent obtenir un espèce de statut temporaire parce qu'on peut pas les déporter en Haïti. Parce qu'on considère que Haïti, c'est un pays trop dangereux pour déporter des gens. Fait que c'est comme une contradiction vraiment intéressante, là, de notre système. Les Haïtiens, c'est vraiment notre angle mort, puis on n'en parle pas assez. Ouais. Puis à chaque fois que j'ai parlé d'Haïti, c'est mes posts qui ont eu le moins de visibilité. Il y a vraiment quelque chose autour d'Haïti qui tue. Ouais. Puis qui est hyper inconfortable, on n'en parle pas assez. Ouais. Je sais pas si c'est un racisme intégré qu'on a, mais on a tellement parlé de l'Ukraine. Quand c'est arrivé, la guerre en Ukraine, on en a accueilli full. Ouais. Mais les Haïtiens, ça demeure vraiment quelque chose qui est violent, comme on parle pas d'Haïti. Là. Tout à fait, je suis vraiment d'accord. Mais c'est ça, c'est comme une espèce de contradiction de notre système. C'est qu'on considère qu'ils sont pas individuellement menacés, mais collectivement trop en danger pour les renvoyer. Fait qu'ils se retrouvent dans une espèce de limbo pendant une éternité. Puis ils font des jobs tough. Puis ils font des jobs tough, tu sais. C'est la même chose pour les Ukrainiens. Ils sont venus avec des permis de travail. C'est pas des demandeurs d'asile. C'est un espèce de statut weird qu'on a créé pour eux autres. Puis si du jour au lendemain, la guerre en Ukraine se règle, ben techniquement, les statuts de ces personnes-là pourraient, par le projet de loi C12, être annulés en bloc, puis on renvoie tous les Ukrainiens et Ukrainiennes chez eux, puis merci, bonsoir, c'est réglé, tu sais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dedans? Fin du droit d'asile après 1 an d'habitation sur le territoire. Dans le fond, ça, c'est quelque chose qui arrive beaucoup aux étudiants internationaux. Mettons, t'es un étudiant de l'Iran, t'arrives au Canada, puis là, tu découvres la liberté de presse, puis la liberté de parole. Puis là, tu te mets à poster, comme Marie-Hélène, de manière très intense sur les réseaux sociaux. C'est parfait. On aime ça, les gens qui font ça, continuent à faire ça. Puis là, soudainement, tu deviens une cible de la part de ton gouvernement. T'étais pas en danger quand t'es parti. T'es ici, tu deviens en danger. Ben, si ça fait plus que 1 an que t'es sur le territoire canadien, tu pourras plus demander l'asile.
Fait que ça, c'est dramatique, en fait. On abolit le concept même du principe de protection. C'est que là, on met des conditions à la protection. C'est plus juste un truc inconditionnel de « t'es en danger, on te protège ». C'est comme « t'es en danger, mais comme t'as-tu fait ce qu'il faut ». C'est tellement bad. C'est grave, il y a plein de gens qui... Tu sais, justement, le fait de venir comme travailleur étranger ou comme étudiant, ben souvent, pour les gens, c'est une façon de juste se sortir du danger, prendre le temps de comme « get your shit together », là, de comprendre ta vie, puis d'être comme « hey, c'était vraiment dangereux, c'est à quoi je faisais face, puis je reçois encore des menaces. Peut-être que je serais mieux de demander l'asile. » Parce que là, t'as du recul sur ta situation, t'as une lecture différente, t'es plus dans l'urgence autant. C'est là que tu réalises à quel point t'es en danger, puis c'est là que tu demandes l'asile, tu sais. Et là, on pourra plus faire ça. Faut falloir que tu réalises dans les 8 premiers mois de ton arrivée que, ben peut-être que ce serait pas une bonne idée que tu retournes, tu sais. C'est complètement indécent. Il y a aussi le fin du droit d'asile pour les gens qui sont venus en in and out. Puis ça, c'est vraiment intéressant. Genre, si t'es venu comme touriste, quelquefois, puis ça cible spécifiquement, genre, les Mexicains qui sont venus voir Bad Bunny à Oshéaga en 2018, là, genre, t'es venu au Canada, t'es reparti, t'es revenu pour une autre affaire, puis là, t'es reparti, puis là, tu reviens, puis tu demandes l'asile. C'est comme, oh non, on considère que là, tu magasines, là. T'es venu, t'as testé, t'as tenté le terrain, puis là, finalement, t'as décidé que t'étais assez en danger, fait que tu demandes l'asile. Ben non, la réalité, c'est que les gens ont une vie, puis ben oui, si t'as l'opportunité d'aller en touriste quelque part, puis que t'as envie de vivre hostie, ben c'est ça, on va te contraindre en fait, on va dire non mais t'es venu trop souvent là. Faudrait surtout pas visiter l'endroit où on va aller vivre ben avant. Oui, exactement, c'est ça. Puis tu nous parles ici de 425 déportations par semaine, 22 000 par année. Ça, tu vois, je pense que je pense pas que la part des gens sont conscients qu'il y en a autant. Non, on a déporté l'équivalent du Centre Bell en 1 an, puis la moitié de ça c'était au Québec, tu sais. C'est des communautés qu'on a fracturées. Ces gens-là ont des amis, ils travaillent, ils ont une vie, ils ont des familles ici. C'est des gens qu'on a juste comme pris puis on a fait disparaître. Non seulement ça c'est juste 22 000 personnes, c'est juste, entre guillemets, les gens qui étaient sur le territoire canadien. Parce qu'en plus de ça, il faut ajouter 35 000 personnes qui sont arrivées des États-Unis, qui ont essayé de traverser la frontière pour avoir la protection contre ICE, puis qu'on a juste arrêté sur la frontière, puis qu'on a redonné à ICE. Fait qu'ils sont comme pas dans nos chiffres. Ils sont pas dans nos chiffres. Ouais. Ils sont dans les chiffres des États-Unis. Ça, c'est depuis un an, Ça, c'est depuis un an. Même pas, en fait, c'est jusqu'au 31 octobre, le 35 000. Fait qu'il manque la fin de l'année. Il y a quelque chose d'hypocrite là-dedans aussi, parce que tu le vois que la position canadienne générale de la population en ce moment, c'est que ce que ICE fait, c'est terrible. C'est terrible, mais on contribue à ça. On revient 35 000 personnes de bord qui veulent se... Puis on est comme, ben en tout cas, là, c'est pas vraiment notre problème. On ferme les yeux là-dessus. Mais ça, c'est beaucoup de monde donc qui se retrouve dans des cages, puis dans des avions, puis dans des pays qui sont peut-être même pas leurs. D'ailleurs, j'aimerais qu'on parle des centres de détention de migrants. On a des centres... Des prisons. C'est des prisons. On va appeler un chercheur. À Laval, une grosse crise. Ouais. C'est 1300 personnes, je crois. Il y a comme 3 prisons pour migrants au Canada. Il y en a une à Laval, il y en a une en Ontario, puis il y en a une en Colombie-Britannique. Puis pour les provinces qui n'ont pas de prison dédiée, les personnes migrantes qui sont arrêtées sont détenues dans les établissements fédéraux, fait que dans les prisons à sécurité maximale, là, de manière générale. Puis comment tu te retrouves là? Dans le fond, il y a comme 4 motifs, j'y vais de mémoire, là, fait qu'il va peut-être m'en manquer une couple. Mais en gros, c'est que si, justement, tu fais une demande d'asile à la frontière, puis qu'on te laisse passer, mais qu'on a des doutes sur ton identité, qu'on n'est pas sûr que les papiers que tu nous montres, c'est les bons, ou que t'es vraiment la personne que tu prétends être, ben on va te mettre là en attendant de comme valider ton identité avec ton pays d'origine ou avec les papiers que t'as. Fait que ça, généralement, c'est des gens qui vont faire comme du in and out, là, qui vont être là quelques jours puis qui vont sortir. Mais quand même. Mais quand même. Violent, c'est quand même violent, là, je veux dire. On s'entend, ces gens-là ne sont pas accusés d'aucun crime, ils n'ont pas commis de crime, c'est comme vraiment une détention préventive, tu sais. Puis ça... Il y a des enfants. Oui, il y a des enfants. La détention préventive d'enfants, ça devrait être un crime, ça. Ouais. Ça, c'en est un. J'ai checké les stats, c'est pas énormément d'enfants, mais il y a eu 7 enfants dans la dernière année qui ont été détenus. C'est trop, ça n'a aucun sens. On peut pas détenir des enfants préventivement. Ça n'a pas d'allure. On peut pas détenir des enfants, point. Comme arrêtez ça, là. La raison pour laquelle le chiffre est si bas, entre guillemets, c'est qu'ils vont les donner à des PJ. C'est que les enfants sont détenus dans des familles d'accueil, c'est autre... Ils appellent ça des alternatives à la détention. T'es comme, bro, c'est pas une alternative à la détention, c'est de la détention, c'est juste... La seule alternative à la détention, c'est la liberté, mais c'est l'abolition de la prison. Après, c'est... En fait, la principale raison pour laquelle les gens sont détenus dans ces prisons-là, c'est... En fait, on dit qu'ils sont at flight risk, j'ai juste en anglais en tête, mais comme à risque de fuite. On leur a dit, vous devez quitter le territoire. C'est ça. Là, malheureusement, ils veulent continuer de travailler et rester avec leurs amis. C'est ça. Fait que, mettons, dans la dernière année, il y a eu 4800 personnes qui ont été détenues justement dans les prisons pour immigration. Là-dessus, c'est 4000 personnes qui étaient considérées comme à risque de fuite. Fait que
la vaste majorité des gens, c'est juste comme, encore une fois, une détention préventive en vue de la déportation. Ce qui est drôle, au final, c'est que c'est à risque de rester. Ouais, pas de fuite, ça. comme... C'est Ils exactement veulent pas ça. s'en aller, ils veulent rester, mais en tout cas, nous autres, on voit pas ça de même. Ouais, c'est ça. C'est Fait juste... qu'au lieu de les laisser circuler librement, dire au revoir, régler leurs affaires, on les met dans une cage. Dans une cage. Ouais. Puis après ça, c'est les personnes qui causent un risque à la sécurité nationale. Ou qui commettent un crime, là. C'est ça, exactement. Soit qui ont commis des crimes ici, ou que, finalement, ils sont venus ici pour demander l'asile, mais l'État considère que c'est des criminels de guerre ou whatever. Puis encore là, il faut prendre ça avec des pincettes. Là. Qu'est-ce que l'État considère comme... Est-ce qu'ils ont droit de visite? Est-ce que c'est des conditions acceptables? Ils ont des droits de visite extrêmement restreints, mais ils en ont quand même. Conditions acceptables. C'est drôle quand tu lis sur le site de l'ASFC, l'Agence canadienne des services frontaliers, ça te vante la prison comme étant un endroit lumineux et rayonnant. Avec, je vous jure, allez voir ça, c'est... fucked up. Ils sont comme, la nouvelle prison, il y a des fenêtres. C'est complètement débile. Fait que c'est ça. Ils appellent ça le centre de surveillance de l'immigration. Celui-là, voilà. Bel euphémisme. Ouais, on les surveille de près. Oui, c'est ça, exactement, on les enferme. Il y a des suicides à chaque année, d'ailleurs, à la prison. C'est important de le mentionner. Des gens qui sont juste comme complètement exaspérés puis qui mettent fin à leur vie. Là, mon Dieu, il y a des photos. Fait image 1, salle de télévision, jeu baby-foot. Image 2, dortoir. Tu sais, j'avoue, c'est un peu scandinave. Puis image 3, c'est genre le court de basket en arrière qui a l'air neuf. Ouais. Puis ils appellent ça un dortoir. C'est quand même fort. Un dortoir. C'est quand même fort. La cour extérieure, mais là, tu vois toutes les barbelés, énormes clôtures. Ouais. C'est sûr que de l'extérieur, on dirait un CLSC, honnêtement. Généralement, quand j'ai des conversations avec les gens, je leur apprends l'existence de ce lieu. C'est comme, les gens sont pas au courant de ça. C'est pas connu, on voit pas ça. On n'en parle jamais, genre. Mais j'ai comme l'impression qu'on veut pas le voir non, complètement. aussi, puis surtout parce que ça va pas pantoute avec nos conversations sur l'immigration. Ouais. Une question que ça soulève, c'est quoi être citoyen? Parce que c'est vrai que c'est intéressant, ça, parce qu'on dirait que tout le monde le fait très rapidement. Ouais, mais moi, je suis citoyen ici, j'ai des droits, mettons, puis eux autres, ils le sont pas, fait qu'ils ont pas de droits, puis ça, c'est comme accepté largement. Mais c'est quoi, Chris, la différence, dans le fond? Oui. Ça aussi, là, c'est un buzz que j'ai pogné récemment. C'est tellement fucking absurde, la citoyenneté. Tu sais, t'es né ici, t'as des papiers, t'es citoyen. Mais est-ce que vraiment, être citoyen, c'est juste une question de documents? Genre, est-ce que c'est vraiment juste une question de papier? T'as les bons papiers, t'as pas les bons papiers. Fait que t'es citoyen ou tu l'es pas. Tu sais, c'est comme... Quand on pose la question aux gens, c'est quoi être citoyen? Ou c'est quoi les devoirs de citoyen? Ben, les gens vont te répondre des choses comme aller voter. S'enrôler dans l'armée. Oh là là. Siéger sur un jury. Ça, c'est des gestes de citoyenneté. Fait que je suis pas citoyen, moi. Ben, moi non plus. Comme, oublie ça, c'est fini, c'est réglé. J'ai rempli aucun de mes devoirs. Moi non plus. Oups. Et pourtant, toi pis moi, on est crissement citoyens, tu sais. Fait qu'il y a aussi toute la question de, être citoyen, d'abord, c'est-tu plus une question de solidarité, de s'informer, faire du bénévolat, s'engager dans notre société, créer du lien? Ça, c'est des gestes qui font réellement société, puis qui forment une certaine conception de la citoyenneté, tu sais. Mais là, si on dit que la citoyenneté, c'est ça, ben moi, je connais plein de personnes sans statut qui agissent, en fait, comme des personnes citoyennes, mais qui ne sont pas considérées comme faisant partie de la citoyenneté formelle, tu sais. Il y a comme toute une contradiction, là, où est-ce que les gens qui font société sont exclus d'une certaine part de ce qu'est faire société. Du privilège qui vient avec. Vraiment. Tu sais, c'est drôle, parce qu'en plus, pour moi, être citoyen, c'est comme tellement un état inné. Je veux dire, si t'es quelque part en train de respirer, t'es citoyen. De ça. C'est tout, là. Tu sais, c'est pas plus compliqué que ça, Chris, là. Il y a aussi des gens qui ne sont pas citoyens de nulle part. Genre les Gazaouis. L'État, le pays dans lequel ils vivent, n'est pas reconnu. Fait qu'ils sont apatrides, ils sont pas citoyens de nulle part. Puis il y a aussi des gens ici qui sont apatrides, notamment des gens qui ont un passeport de l'URSS puis un passeport yougoslave. T'as pas fait nécessairement les démarches pour aller te rechercher un passeport russe parce que tu voyais pas l'intérêt. Mais comme là, tu te retrouves ici dans une espèce de position d'entre-deux où est-ce que, en fait, t'es pas reconnu nulle part. Puis ça fait tellement longtemps qu'ils ont même plus cette database-là, genre. Fait comme, t'existes pas. Fait que là, tu tombes vraiment dans des cracks, là. Il y a des histoires d'horreur, là, de gens apatrides qui font juste errer de prison en prison dans certains États. Pas au Canada, là, on essaie de donner une citoyenneté en priorité aux gens qui sont apatrides, so far.
ça risque de changer quoi, ça apatride? aussi. Qui n'ont pas de pays, qui n'ont pas de Qui ont citoyenneté, genre nulle part. Comme Mathieu Bocoté, mettons. I wish. C'est là qu'on voit que des fois, les espèces d'idées comme de citoyenneté, de propriété, tu sais, ça frappe des murs quand on essaie de réconcilier ça avec la vie humaine. Tu sais, c'est comme si soudainement, hey, c'est dur là, de dire « Ah, mais là, c'est ça, toi, t'as un problème, t'appartiens à rien. » Puis t'es comme « Mais pourtant, Chris, je suis là. Vous me regardez, vous me voyez. Je suis ici, mais... » T'as pas de papier, mais qu'est-ce que ça change? Je veux dire, je suis moi, je suis là. C'est comme si on se rendait compte que ce système-là, profondément inhumain, n'arrivait pas à réconcilier des vraies réalités avec ce qu'on essaye de coucher sur papier comme réalité physique. Mais c'est pas ça. Tout à fait. Puis tu vois, c'est ça qui est fou avec les humains. Des fois, on se fait prendre dans notre tête à pas être capable de réconcilier le réel avec celui qu'on se projette dans des papiers. Puis on est comme, mais ça marche pas! Dans nos papiers, puis tu fais, mais laisse-moi les papiers! On s'en fout les papiers! C'est aussi nous qui avons inventé les papiers, comme qui a inventé l'économie. On peut en faire ce qu'on veut. On a normalisé des manières de faire. On devient servile au papier. Pourquoi on fait ça? Mais je pense que, tu sais, ce qui serait peut-être intéressant de nommer au monde, mettons, parce qu'on dirait qu'on a comme une facilité avec les États-pays de faire comme moi. Mais là, tu sais, en même temps, on n'a pas laissé tout le monde des sites. Mais si on s'imagine ça à l'intérieur de nos frontières, mettons, moi, là, je veux déménager à Chambly. Puis là, Chambly font, non. Pas sûr, toi, tu fites pas trop dans Chambly. Faudrait comme que tu nous prouves que t'es Chambly. Tu vas venir sur un permis temporaire, tu peux juste travailler au Radio Shack. Puis je suis comme, non, Chris, moi, c'est pas ce que je veux faire. On se sentirait très contraint de ça. Puis soudainement, la frontière Chambly, Longueuil, Montréal, et on dirait que moi, dans ma tête, je suis comme, on s'en fout, c'est tout dans mon pays. Mais dans le fond, c'est quoi la différence? Je veux dire, il y a tout le temps cette affaire-là aussi du français là, dans l'immigration. La plupart des immigrants finissent par apprendre le français, c'est juste que c'est long. Parce que c'est long à apprendre une langue, puis en plus, ils n'ont pas de temps, puis il n'y a pas de ressources, puis il n'y a pas de services pour ça. Fait que c'est extrêmement long, mais dans les faits, tu le fais comme parce que t'as pas le choix. Ouais, puis de toute façon, même quand on check les statistiques, me semble, là, c'est genre plus que 90% des gens sont capables de tenir une conversation en français dans les services publics, là, dans les... Ce qui est plus que les francophones. Ce qui est plus que les francophones. Mais la seule statistique qui a baissé, c'est que les gens ne parlent pas français à la maison. Mais oui, mais on s'en calisse-tu? Si je déménage en Italie, je vais pas mettre à parler en italien dans ma maison. Si je déménage avec toi, mettons, on va se parler en français, clairement, c'est super normal. Mais genre, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que vous faites dans les culottes des gens? Laissez-les tranquilles dans leur maison. Non, ça, c'est vraiment... Ça, c'est qu'on cherche des espèces de points, puis on martèle ça, mais dans les faits, tout le monde s'en fout bien. Qu'est-ce qu'on parle à la maison? Je veux dire, qu'est-ce que ça fait? Tu fais ce que tu veux chez vous, là. À force de faire des gestes qui font en sorte que les gens se sentent le bienvenu quelque part, c'est là où ils vont avoir plus tendance à jaser puis à apprendre progressivement, tu sais, c'est comme ça qu'on apprend. C'est pas en imposant les choses puis en faisant une espèce de truc super dogmatique de en dedans de 6 mois, t'as plus accès à un médecin en français. Mais déporter des gens que leur enfant est au primaire ici, là, ça devrait... Non, mais ça devrait être interdit. Tu déracines pas des enfants pour les fucking renvoyer. Dans les pays qui ont pas Essentiel, connu. Ça m'a tué, là. Après plusieurs mois d'attente, j'ai eu des nouvelles de Rodrigo et Patricia. Ils ont finalement eu leur audience et leur demande d'asile a été refusée. Il m'a dit que vous avez un mois pour laisser le pays. Mon garçon est l'écoute. Et elle commence à pleurer. Et il a dit, non, écoute, nous avons à rester ici, C'est une bataille que nous avons faite pendant 3 ans. Ils ne sont pas les seuls à avoir été rejetés. D'année en année, c'est entre le quart et le tiers des demandes qui sont refusées. Et ça représente des milliers de personnes et des milliers de familles. C'en était eux autres des demandeurs d'asile, je pense, qui étaient en danger, mais eux autres... Lui, c'était un journaliste au Mexique qui avait fait une enquête sur un narcotrafiquant de mémoire. Ça fait longtemps qui était en danger, puis il fallait qu'il parte. Puis c'est comme, quand les enfants sont intégrés au système scolaire, fuck you, genre, interdit. Puis, by the way, tous ces gens-là nous parlent en français. Ben oui, en plus, tu sais. Fait que, en tout cas. On n'a même pas parlé du processus de déportation, mais tu sais, justement, mettons, cette famille-là, dans le fond, tu perds ta demande d'asile, tu as plusieurs options là, pour faire appel et tout, mais au bout du processus, quand tu as tout épuisé tes recours, dans le fond, t'as comme un avis de renvoi qui s'active à ton dossier. Fait que là, généralement, les gens sont appelés dans les bureaux de l'ASFC. Puis ils vont avoir des rencontres avec des agents qui vont planifier leur départ. Est-ce qu'ils payent le billet d'avion pour les renvoyer? C'est ça, en fait. C'est que la première étape, c'est qu'ils vont dire, si tu le payes par toi-même,
on va peut-être considérer que tu vas pouvoir revenir un jour si jamais ça te tente. Mais la réalité, la réalité, c'est que les gens vont jamais revenir, là, comme impossible. Puis revenir en voulant dire, mettons, faire une autre demande. Non, parce que tu peux le faire juste une fois à la demande d'asile. Fait que revenir genre comme touriste. Bref, fait que c'est ça. Ils vont faire l'espèce de manipulation pour que les gens achètent d'eux-mêmes leur billet d'avion. Puis si t'achètes ton propre billet d'avion, t'as moins de chances d'être détenu. Parce que on considère que t'as payé pour, là, fait que tu vas prendre l'avion. Là, si tu dis que t'as pas les moyens, ben là, c'est l'État qui t'achète un billet d'avion, fait que c'est eux qui décident la date, c'est eux qui vont décider quel vol, quel truc tu vas faire, puis ils vont te remettre le billet d'avion, puis s'ils considèrent que t'es à risque de fuite, ben là, ils peuvent te détenir. Fait qu'ils vont juste prendre les gens directement dans le bureau de la SFC, au 10-10 Saint-Antoine, puis les emmener directement à Laval, en attendant la date de déportation. En fait, c'est intéressant de savoir, c'est que si les gens sont laissés libres, ils doivent généralement se rapporter au service frontalier. À toutes les semaines, il va falloir qu'ils signent un document comme quoi ils sont toujours là, puis ils collaborent toujours. Puis à partir du moment où ils arrêtent de collaborer, là, il y a un mandat d'arrêt, puis là, ils vont aller les chercher. C'est-tu la police qui va les chercher? C'est la SFC, la police des frontières. Ils ont-tu des armes, eux autres? Ouais. Fusils. Ils sont comme moins visibles, eux autres, Ils sont on les moins... voit pas. Parce que c'est ça, aux États-Unis, il y a comme une division, mettons, entre les douaniers puis ICE. Ici, c'est comme la même gang, mettons. Fait qu'il y a comme les agents de la SFC qui font plus comme le travail de douanier, là. C'est eux qu'on voit quand on passe les frontières et tout. Fait qu'il y a comme cette équipe-là post-frontalier. Il y a l'équipe dans les bureaux qui font les paperasses administratives. Puis t'as l'équipe un peu plus policière qui vont faire les arrestations et tout. Est-ce que les arrestations sont moins... Il n'y a pas d'arrestation pas brutale. Non, mais c'est ça. est-ce que c'est parce que c'est moins spectaculaire, qu'on en parle moins? Ouais. Il y a déjà eu des raids, un peu comme ce que ICE fait là, dans les shops et tout. Tu sais, qui vont se présenter dans les lieux de travail puis checker tout le monde. Ça fait longtemps que j'ai pas entendu parler de ça. J'ai l'impression que c'est un truc qui se faisait plus dans les années Harper, là. Mais je serais vraiment pas étonnée que ça revienne, là. Tu sais, d'être plus activement à la recherche des personnes sans papier. Mais c'est ça. Pour l'instant, c'est plus caché, mettons, mais ils vont se présenter chez vous. Même chose, on a un mandat d'arrêt, on cogne à la porte, puis si tu réponds pas, on te défonce. Puis on va te ramasser, on va t'amener... Mais je pense que, tu sais, ce qui est intéressant peut-être de comprendre pour tout le monde, c'est que tu sais, justement, en faisant comme des classes différentes de même, puis en les considérant différents, puis faire, ben écoute, en même temps, ils sont pas citoyens, tu sais, qu'est-ce qu'on est supposé faire? Tu sais, je vois aussi ce discours-là aux États-Unis, tu sais, du monde qui sont pas nécessairement down avec ce qui se passe, mais qui sont comme, on dirait qu'ils sont quand même capables de mettre ces gens-là dans une boîte qui, écoute, c'est compliqué. Si on crée une catégorie de gens sur le territoire qui ont pas les mêmes droits que nous, qui, par exemple, peuvent avoir justement l'obligation de travailler pour juste un employeur. Mais qu'est-ce qu'il dit, comme à un moment donné, quand on le disait tantôt, l'être citoyen, c'est juste des papiers. Il n'y a rien qui les empêche la semaine prochaine de dire fuck that. De bord, 10 000 personnes là, qui sont citoyens ici depuis un bout, sont plus citoyens. Ouais. Les pauvres, là, c'est en bas de 10 000 dans ton compte chèque, là, t'es plus citoyen. Fait que là, maintenant, viens te rapporter au bureau là-bas. Là, faut que tu me dises pour qui tu travailles, puis tu peux juste travailler pour cette personne-là. Ça pourrait devenir ça. Quand on commence à enlever des droits des gens, on fait la place et l'espace pour que ces droits-là soient enlevés à d'autres classes de citoyens. Ouais. Et c'est peut-être toi le prochain. Absolument. Puis je veux dire, c'est plate d'être obligé d'aller là-dedans parce qu'on devrait être capable d'avoir de l'empathie pour les autres, même si c'est pas à propos de nous. Mais je pense quand même important de comprendre ça, que finalement, si la citoyenneté, ça n'en tient qu'à un crise de bout de papier, ben ce bout de papier-là, ils peuvent te l'enlever à tout moment. Puis tu pourrais te retrouver toi aussi dans une situation comme ça, dans les limbes du système de « Ah, ben toi, finalement, on a décidé que t'avais pas de maison, t'as pas de job, on veut plus s'occuper de toi, t'as plus droit au service, t'as plus droit à ça, puis on pense te déporter en Antarctique, puis t'es comme, what is going on? À ce sujet-là, quand t'es sur le bien-être social, tu dois te rapporter régulièrement pour des check-in avec ton agent attribué. La surveillance des personnes pauvres ressemble beaucoup à la surveillance des personnes migrantes, qui sont considérées comme un peu comme les parasites de la société. Chris, moi je vois sur Facebook passer tous les calices de semaines là, des posts de boomers de genre ils on leur arrivent paye ici, on leur paye l'hôtel, puis je suis comme je doute. Tu sais, comme ben honnêtement là, je doute en esti qu'on paye l'hôtel puis qu'on leur donne 2000$ par mois. C'est qu'en fait, il y avait plus assez de place à la prison à Laval. Fait comme faut les mettre quelque part. Fait qu'on on va les parquer au stade quand il y a trop des grosses crises, puis on paye l'hôtel en attendant, mais on paye l'hôtel, mais on paye pas l'hôtel. C'est ça, exactement, c'est pas puis c'est un mythe qui est vraiment super persistant là, de comme ils ont l'hôtel payé pendant 6 mois. Je suis genre non, vraiment pas, comme c'est un passage extrêmement temporaire. Que l'hôtel, c'est de la merde. Des lieux hyper aliénants. Moi aussi, je veux pas être plate, mais genre, sont pas au Vogue au centre-ville. Ils sont genre au fucking Holiday Inn de l'aéroport. Tu sais, la place où tu vas quand ton vol est retardé. Là. Personne est en vacances là-bas, genre, wouhou! Holiday Inn, aéroport. Il n'y a pas de cuisine. Tu sais, faut pas oublier ça là, aussi pendant la COVID. Ils mettaient des personnes migrantes à l'hôtel, ils pouvaient pas sortir. Ils fermaient des CHSLD. Les gens qui travaillaient dans les CHSLD, mettons, ils fermaient la porte, puis là, ils pouvaient pas partir. Mais c'est toutes des personnes avec les permis de travail fermés, là.
qui étaient prisonniers des CHSLD pendant la COVID. On peut pas vous laisser sortir parce qu'on peut pas vous laisser rentrer. Ouais. Ça, c'est un autre niveau d'esclavage. Là. Non seulement t'as un permis fermé, en plus, on te laisse plus quitter le lieu. Genre, c'est fucked up. Puis tu sais, je comprends, c'est un contexte particulier, la pandémie, mais elle a eu le dos large en tabarnak. Il y a des choses qui sont pas sorties encore, qui n'ont pas été dites. Des violences envers les personnes migrantes et les travailleurs dits essentiels. C'est sûr. Qui, finalement, genre, on les jette au gré du vent quand on a des quotas à atteindre. Je suis vraiment tabarnak. Moi aussi. Qui ne l'est pas. C'est le fun. J'aime ça être en tabarnak. Comment on peut combattre ça? Genre, les... Effectivement, la question de qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait pour lutter? Qu'est-ce qu'on fait pour combattre? Elle revient souvent, puis souvent, les gens se sentent comme complètement impuissants. Puis justement, quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis, c'est une des questions qui vient vraiment le plus à l'esprit. Puis je pense que, en fait, une des choses que j'essaie de pratiquer le plus dans mon quotidien, c'est d'apprendre à désobéir. Parce que c'est quelque chose qu'on nous rentre en tête depuis la petite enfance, là, d'obéir. On obéit à nos parents, on obéit aux éducatrices de CP, à l'école, machin. Puis, ben c'est ça, l'autorité, tu sais. Puis quand ils vont venir chercher les gens, ils vont venir chercher nos voisins, ils vont venir chercher nos amis, il faut qu'on soit capable de désobéir. Il faut qu'on soit capable de cacher les gens. Il faut qu'on soit capable de lutter, de fight back. Ça, je pense, c'est quelque chose qu'on peut essayer de faire à petite échelle dans notre quotidien. Puis une des belles places pour désobéir, c'est à la job, hein, tu sais. On te demande de faire des tâches qui ont aucun sens. Ben, fucking désobéis, tu sais. C'est important, ces espaces-là de rébellion. Ça nous permet, quand vient le temps, de faire des gestes comme... qui vont peut-être avoir des conséquences plus graves en termes d'impact sur nos propres vies, ben on va être prêt à le faire, puis on va pas juste figer devant un agent de la SFC qui essaie de sortir de force que ça tes s'en voisins. vient ici? Oui, je suis convaincue. En fait, je trouve qu'on est vraiment avec ces 12, puis les prochains là, qui vont venir ensuite, qui n'ont pas été créés encore, mais on est vraiment dans une voie où est-ce que c'est soft, là, on est encore dans du fascisme à la canadienne, là. On déporte les gens en s'excusant, puis en disant « Mais ça va bien aller, tout est correct, tu sais. » Rappelez-nous! Oui, c'est ça! Tu sais, si tu payes ton billet d'avion, tu vas pas revenir, peut-être, ou pas, tu sais. Peut-être pas, finalement. C'est ça. Je crois sincèrement que c'est quelque chose qui va venir ici, parce que c'est partout, c'est en Europe, c'est dans tous les pays du Nord, tous les pays riches. On veut protéger nos richesses, notre way of life, machin. En voulant protéger ça, ben on en exclut plein de gens. Fait que oui, ça va venir ici. Les discours racistes, ils sont partout, ils sont de plus en plus présents. C'est dur d'avoir espoir en ce moment, puis je comprends les gens d'avoir peur, puis de figer, puis de... C'est normal, c'est justement parce qu'on est tellement habitués de se faire imposer cette autorité-là que... Ben c'est ça, c'est plus facile de juste comme rien faire, de fermer les yeux, de pas se poser de questions, mais il y a un prix à ça. Il y a un prix à collaborer, il y a un prix à comme laisser faire puis pas agir en fonction de nos valeurs. Les gens qui ne s'opposent pas à Minneapolis, c'est l'exemple que j'ai en tête, mais à Minneapolis, les gens qui ne s'opposent pas aux déportations, qui sont de gauche, en ce moment, vont vraiment pas bien. Tu te retrouves dans cette espèce d'effet-là de très grosse contradiction avec toi-même. Fait que il y a un prix à figer, il y a un prix à laisser faire. Mais il y a une libération dans l'action. Ouais. Je pense que l'espoir est dans l'action aussi. Ouais. Pas dans l'immobilisme. Puis une des choses qu'on peut faire en tant que personne blanche, privilégiée, ben c'est justement de prendre les claques, tu sais. Quand nos mononcles commencent, là, leur tirade pendant le party de Noël sur les immigrants dans les hôtels, ces affaires-là. Mais comme, si on dit rien, je veux dire, c'est correct, là, des fois, il faut faire le choix, puis on accepte la paix sociale, puis on veut comme minimiser les risques. Mais ces mononcles-là, quand ils sont à l'usine, là, ben, ils ont les mêmes discours avec leurs collègues, puis là, les collègues, eux autres, ils subissent, tu sais. Si nous, on peut prendre les claques puis déconstruire ces discours-là le plus possible... Jamais avoir peur d'utiliser le hockey aussi avec les mononcles. Le hockey, ça marche! Tu veux qu'ils déportent Demidov? Puis là, ils sont comme « Non! Mais non, là, il va être recru de l'année! » J'aimerais dire à Noémie, ça, c'était la partie 1. Parce qu'il y a toute une autre affaire qu'on n'a pas adressée aussi. Il y a tellement de choses qu'on n'a pas adressées. On a ouvert plein de portes qu'on n'a jamais refermées. On n'a jamais parlé, finalement, des recruteurs à l'international. On s'en voit-tu, genre, au printemps, quand il fait beau? Ouais, moi, je pense que ça, c'était la partie 1 avec Noémie. Hey, on fait la partie 2 dans un parc, puis on prend les questions du public. Bon, là, elle va se partir son propre podcast. Là, on n'arrête pas de le dire. Vos idées, là, partez des podcasts. Oui, on a besoin de plus de podcasts. Il y aura toujours des choses à dire là-dessus. Puis en plus, il y a certainement des choses qui vont avancer aussi dans le temps puis qui vont changer. Puis amène-nous des questions que tu as entendues, mettons. Ouais, dans la conversation du Patreon, là, posez vos questions. Parce qu'on n'a pas beaucoup parlé des étudiants. Non. Il y a tout un autre pan à l'immigration, là, mais... C'est vrai. Il y a trop de choses. On s'en parle, la gang. Merci tout le monde. Merci. Noémie. Bonne semaine. Bonne semaine.
mon... Oui. Sponsorisé par... Personne!